Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est la première de Champion du sport au business en 2026. Notre invité d'honneur pour l'occasion est l'incarnation de la reconversion réussie dans le business, une icône du sport, ça c'est l'après-réveillon, hein. Une icône du sport phare de Sud Radio, évidemment le rugby, Benjamin Kayser. Benjamin Kayser découvre son futur outil de travail. La saison prochaine, le talonneur de Castres va enfin rejoindre l'ASM, un club qui le suivait depuis plusieurs saisons. Maintenant voilà, on va se faire tomber dessus à juste titre parce que les résultats sont pas là et donc on est les premiers à dire que c'est notre faute et qu'il faut on doit faire bien mieux que ça. Mais ça sert à rien de baisser la tête, on n'est pas assez bon en ce moment. Tout simplement beaucoup de peur. Franchement, les Anglais tremblent. Les Anglais sont en doute dans leur leadership. Essayent de changer. Ils ont mis 2-3 touches un petit peu nouvelles pour cette composition d'équipe. Mais Antoine Dupont qu'on a vu il y a quelques secondes et toute sa bande, ils font peur maintenant. C'est vraiment les terreurs européennes. Non, il n'est pas difficile à accepter étant donné qu'il n'y a aucune contestation possible. Voilà, et on est tombé sur meilleur que nous et on a fait une première mi-temps de particulièrement pauvre dans la guerre des rucks et dans notre lié en défense. Nous, on a intérêt de se mettre un gros coup de pied au cul et se remettre au boulot très très vite parce que si on fait la même partition la semaine prochaine, ça suffira pas du tout. Benjamin, vous allez vous offrir un tour d'honneur pour un jubilé au Stade de France contre le Stade Toulousain. On imagine qu'il y a une double satisfaction, la fierté d'avoir gagné cette demi-finale et puis bien le droit de terminer par la très grande porte. Et oui, Benjamin Kayser, aussi à l'aise de la parole au terrain. Bonsoir et bonne année, Benjamin Kayser. Bonne année, meilleurs vœux de santé surtout. Le reste, on se réveille tôt, on se couche tard, mais on se débrouille. Ben oui, ça a commencé en ripant, il fallait que ça commence comme ça. Retraité du top 14 en 2019 et depuis une reconversion exceptionnelle dans les médias et surtout dans le business. Et là, notre expert entrepreneurial sort de la mêlée. Bonsoir Thomas Binet et bonne année. Bonsoir Frédéric, bonne année. Bonsoir aussi à Benjamin, bonne année. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonne année avec plein de beaux champions. Oui, parce que ça va être ça. Hein. On voulait marquer quand même ce début d'année avec Benjamin Kayser, talonneur aux 37 sélections d'équipe de France de rugby, légende du top 14 et de la Coupe d'Europe avec le Stade français, Leicester, Castres, Clermont. Aujourd'hui cofondateur et investisseur chez Teampack Venture, un fonds d'investissement au service des sportifs. Vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Benjamin Kayser, c'est le premier rendez-vous de l'émission. Le relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et votre parcours. Alors, j'ai noté 2 essais marqués en équipe de France, 2 boucliers de Brennus, un duo avec notre consultant, avec 2 consultants avec notre François Trio de Sud Radio, 2 pays, France et Angleterre. Du coup, votre numéro 2 sur le terrain vous inspire quoi? Il représente bien ce que j'avais envie de faire. Et puis au plus, le rôle de talonneur, c'est un peu le feu et la glace, quoi. C'est être capable de lancer en touche, mais en même temps de pousser en mêlée avec quelques secondes d'écart entre les deux, un peu comme un biathlète, quoi, qui doit faire redescendre son cardio pour effectuer un geste qui demande aucune force, qui demande juste de la technique et de la répétition. Donc voilà, cette dualité, elle me correspond bien. Mais c'est ça qui est assez drôle parce que il y a une formule en rugby, c'est-à-dire il y a ceux qui portent le piano et ceux qui en jouent, hein. Vous faites partie de ceux qui le portez, mais finalement sont les joueurs qui d'une certaine manière brillent. Mais vous alternez, vous êtes le Usain Bolt, c'est-à-dire grand mais vous partez rapidement. Donc première ligne mais vous êtes brillant comme un arrière. Je pense que vous avez un peu peut-être abusé du champagne au réveillon, c'est hyper sympa et extrêmement flatteur. Frédéric. Bolt, pas mal Bolt. C'est particulièrement flatteur, mais je suis un petit peu gêné parce que dans ma reconversion, même je suis très très loin d'avoir fini cette reconversion qui finalement est une évolution un peu perpétuelle, d'aller chercher plein de choses nouvelles, d'essayer de grandir, d'essayer de m'améliorer, d'essayer d'être dans une quête perpétuelle de développement personnel. Et finalement, moi, ma reconversion, elle est, et pour tous les athlètes, elle est marquée par avoir un vrai changement à 180 degrés. Mais chacun, tous les gens, même vous autour de cette table, vous avez tous eu des évolutions professionnelles. Alors moi, elles sont plus marquées que les vôtres, ok. Mais qu'est-ce que vous en savez, Benjamin? Je sais que ça arrive pas à 18 ans, vous présentiez pas une émission de radio et voilà, il faut grandir. Bon, tiens, une question un peu plus délicate. Vous avez perdu 5 finales
de Champions Cup perdu, 2 finales du top 14. Voilà, là on revient à la réalité, ça fait plaisir. Voilà, même si vous en avez gagné 2, je le rappelle, des finales de top 14, perdre si proche du but, ça procure quoi comme expérience de vie une fois lancé dans le business? On va parler de résilience bien sûr, mais aussi de résilience construite. C'est facile d'être un bon leader, d'être un bon ami, d'être un bon chef d'entreprise quand tout le monde gagne. C'est facile d'être résilient quand on perd pas. Finalement, on n'est que testé quand l'orage est là, quand le tonnerre retentit. C'est drôle, dans mon parcours de vie, ça a été vraiment une construction personnelle, et j'en ai fait une histoire assez égoïste, alors que j'avais l'impression d'être peut-être un des plus grands, un des leaders les plus importants de toutes les équipes dans lesquelles j'ai eu la chance de jouer. Et finalement, cette obsession que j'avais de gagner cette Coupe d'Europe qui me filait entre les doigts perpétuellement, avec, pour la petite histoire, 3 finales jouées dans le même stade à Murrayfield, donc là, en termes de déjà-vu, c'était franchement assez dur. Les Écossais, Elle était particulièrement égoïste, en fait, cette velléité de voir la gagner, presque pour moi et pas pour l'équipe. Et au final, quand j'ai lâché prise, quand j'ai compris les leçons de cette résilience, qui sont le fait qu'on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin de faire une erreur, c'est une chose, la faire 2 fois, c'est quand même plus compliqué. Des fois, on tombe sur meilleur. Et puis, pour arriver 5 fois en finale Coupe d'Europe pour les perdre, encore faut-il gagner des quarts de finale et demi-finales. C'est ça qui est beau. Et il faut aussi souligner le fait que je pense que je suis un des joueurs qui a joué le plus de finales de Coupe d'Europe. Donc, c'est ça aussi sur quoi j'essaie de me rattacher. Et toc, Benjamin Kayser, vous êtes un international de rugby devenu un homme d'affaires franco-britannique. Tel un crunch, vous allez être grignoté par notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Oui, Benjamin, vous savez, en champion tous les samedis soirs, on demande à nos invités de nous expliquer pendant 1 minute leur parcours ou leur projet. Dans votre cas, c'est un peu différent parce que vous êtes déjà bien installé dans la reconversion. On souhaiterait que vous nous expliquiez justement en quoi consiste cette reconversion professionnelle dans l'investissement. Est-ce que vous êtes prêt à relever ce challenge? Je le relève. Et pour lui, finger in the nose, comme disent les Anglais. Bon, écoutez, notre réalisateur Quentin va vous envoyer un petit son dans les oreilles. C'est un chrono et au bout d'1 minute, il y a un gong. C'est à vous. Donc j'espère que mon parcours finalement va expliquer ma reconversion. Je suis un passionné d'excellence individuelle et excellence collective. Je trouve qu'il y a un parallèle absolument direct entre les entrepreneurs et les athlètes de haut niveau. Et en allant faire des études à la fin de ma carrière, je suis allé faire un MBA à Oxford, je tombe sur une statistique qui me glace le sang. 60% des raisons pour lesquelles les startups early stage se cassent la gueule sont en fait des problèmes humains. Et donc plutôt que de faire de l'influence marketing, plutôt que d'utiliser uniquement les valeurs du sport comme des ambassadeurs pour des marques, je veux qu'on extrait le meilleur du sport de haut niveau au service de l'innovation positive, parce que l'innovation doit jouer un rôle majeur dans les enjeux de notre monde. Et donc on investit dans de la deep tech, en climat et santé, et on va utiliser un Raphaël Varane qui est champion du monde du foot, pas pour qu'il explique comment faire de la reforestation à grande échelle, ni comment faire pousser des plantes qui peuvent extraire du métal du sol, mais vraiment sur son excellence individuelle, comment se nourrir, comment perpétualiser l'excellence pendant la semaine, et pour que ces grands fondateurs aient toutes les chances de construire une innovation positive pour le monde de demain. Et la classe à la Benjamin Kayser. Bien. Alors du coup, ça nous fait ouvrir, parce qu'on garde quand même les principes de l'émission Champion du sport au business. À ce moment-là, on ouvre la feuille de match. Thomas Binet, donc Benjamin Kayser à travers Team Pack Venture met la vision du sport de haut niveau au service des investissements d'entreprises engagées dans le climat et la santé, il l'a dit. Essayons de bien évaluer cette valeur ajoutée du sport dans le business. Thomas, vous avez justement plusieurs questions. Ouais. Oui, parce que je voudrais que nos auditeurs soient effectivement dans la même démarche que la nôtre. Vous êtes dans un domaine qui s'appelle le private equity. Derrière ce terme, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste? Parce que vous êtes un expert dans le domaine. Donc justement, comment quelqu'un qui n'y connaît rien peut comprendre ce que c'est que le private equity? Alors vous avez raison, c'est dans l'univers du private equity, mais même une branche du private equity qui s'appelle le venture capital, et en français c'est le capital risque. Et j'aime bien que dans le terme capital risque, il y a le terme risque. La réalité, je crois que j'ai écouté une émission avec Souleymane Sissoko où vous disiez pour avoir un marché, il faut qu'il y ait des concurrents. Nous, on va perpétuellement en fait investir dans des boîtes dans lesquelles il n'y a pas de concurrents, parce qu'ils créent des marchés à eux-mêmes, et donc évidemment que le taux de casse est gigantesque. Donc le capital risque, c'est finalement investir dans de l'innovation, dans des startups qui n'ont pas les moyens d'aller récupérer des financements non dilutifs par des banques. Et donc le rôle de cet argent privé, ce sont des fonds d'investissement qui investissent qui prennent entre 10 et 20% du capital de ces boîtes, donc pas majoritaire, pour les aider dans leur croissance. Alors, on est bien d'accord, Benjamin Kayser, vous travaillez
travaillez avec les sportifs, hein. Entre autres, bien sûr. Entre autres, ouais. Donc je préfère briser un mythe. Le sport n'est pas parfait, les sportifs ne sont pas parfaits, mais le meilleur du sport est absolument exceptionnel et c'est vraiment celui-là qu'on a envie d'extraire. Et donc dans notre base d'investisseurs, parce qu'on a fait des club deals, donc ça veut dire un véhicule qui investit dans une cible, et maintenant on a un fonds qui va investir dans une trentaine de cibles. Et dans nos investisseurs, on a à peu près 30% d'athlètes, 30% d'entrepreneurs et 30% d'investisseurs professionnels. Justement, pour prolonger votre propos de l'instant, comment vous faites pour choisir les entrepreneurs ou les projets que vous accompagnez ? Alors déjà, je me suis associé avec, pendant ma carrière, j'étais business angel, je mettais moi-même des petits tickets dans des boîtes en tant qu'investisseur individuel, et un fonds d'investissement est arrivé en cours de route, et le partenaire de ce fonds d'investissement, donc il fait ça depuis 20 ans, et mon associé dans Teampact, donc je suis pas parti d'une page blanche, toute la due diligence, c'est-à-dire c'est l'étude des dossiers, c'est pas moi qui l'a fait seul évidemment. Alors on fait plusieurs choses, on va regarder le marché, on va regarder l'équipe, on va regarder le produit, on va regarder les projections bien sûr, mais on va aussi rajouter un angle qui est vraiment important. Si je vous ai dit que 60% des raisons pour lesquelles ces startups se cassent la gueule sont des problèmes humains, dans notre due diligence, on va prendre cela en compte. Et donc on va envoyer des questionnaires sur le narcissisme, la coachabilité, la flexibilité stratégique. Le narcissisme, à chaque fois ça fait rigoler, mais c'est pas le diable. Trop, c'est un problème, bien sûr, mais pas assez, c'est un vrai souci aussi. Ces entrepreneurs ont besoin d'être animés par un feu mais chez les athlètes, c'est quoi? C'est la même chose, et si ça déborde, c'est un problème. C'est pour ça que je dis que la similitude entre l'entrepreneur et l'athlète est vraiment extrêmement pertinente, avec les bons et les mauvais côtés. Et donc on rajoute cette due diligence sur la performance humaine que l'on envoie aux équipes fondatrices et aux équipes, et ce qui est génial, c'est de voir l'écart entre les deux. Alors justement, qu'est-ce qui vous a surpris le plus entre le monde de l'entrepreneuriat dans lequel vous évoluez aujourd'hui et le sport de haut niveau? Est-ce qu'il y a des différences pour vous? Il y a beaucoup plus de similitudes que différences. Peut-être, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est peut-être et qu'on fait très bien dans le sport, c'est malgré l'excellence individuelle des hard skills, qui est évidemment bien au-delà de tout ce qu'on fait dans le sport en termes de compétences techniques. Ce qui me déçoit, c'était le temps entre deux sources de validation, entre deux feedbacks. Dans le sport, on est addict en fait à la mesure de la performance, que ce soit notre performance individuelle, dans les performances en musculation. Maintenant, les joueurs de rugby s'entraînent 3 fois par semaine avec un GPS et un cardio, donc il n'y a pas l'ombre d'un doute sur est-ce que je suis dans les clous ou je suis pas dans les clous, et ensuite il y a des réunions avec le coach pour savoir est-ce que je fais partie de la composition d'équipe ou pas, et j'ai même pas parlé de la sanction du match qui est aux yeux de tous, qui est un peu le résultat hebdomadaire. Dans ces startups qui vont tellement à 1000 à l'heure, il y a quand même, on confond bilan de performance annuel et feedback un peu instantané, parce que c'est vrai que la performance review, le bilan de performance, ça prend du temps, c'est pour les managers, c'est un petit peu chronophage, ils doivent chercher des chiffres, c'est très analytique, et ça c'est pas agréable. Et donc je suis un peu déçu, et c'est ça un des trucs notamment que j'essaie d'amener au maximum, c'est la force de la vulnérabilité, c'est le leadership naturel, et c'est notre velléité à être, ou en tout cas notre intérêt à être perpétuellement mesuré. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, nous charcuterons Benjamin Kayser pour cette première de l'année, ou quand l'inoubliable talonneur de l'équipe de France de rugby flambe sur la City de Londres. C'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonne année encore une fois à tous, de retour dans un champion du sport au business exceptionnel pour la première de 2026. Benjamin Kayser, symbole vivant des passerelles entre le sport et le business, nous explique sa vie de facilitateur de la connexion entre sportifs et entrepreneurs vertueux. Thomas Binet nous rappelle l'activité de Benjamin Kayser à la tête de Teampact Venture. Oui, en quelques mots, Frédéric, Benjamin Kayser effectivement a cofondé Teampact Venture, qui est un fonds d'investissement intervenant dans les domaines du climat et de la santé. On va en parler un peu plus dans le détail. Benjamin Kayser, tout à l'heure vous l'avez évoqué, mais vous êtes donc repassé par la case études avant de vous lancer dans le monde des affaires. Ça a dû être un passage difficile, j'imagine, non? Extrêmement violent. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé toute ma carrière à essayer de garder des bribes d'études. Et ça, j'ai des similitudes avec un Thierry du Sautoir ou certains d'autres. Qui est passé par champion du sport évidemment, business. Je n'en doute pas, quelqu'un de brillant et un ami particulièrement attachant, mais qui a aussi l'humilité de se dire je ne sais pas tout, et que pour avoir un maximum d'impact, il faut aller se former. Donc je suis allé faire un executive MBA à Oxford. Donc c'est le MBA qui est pas full time, qui est une semaine toutes les 5 semaines. Ça m'a permis de... C'est M comme Marcel, pas comme N comme au basket. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça m'a permis d'avoir des connaissances un petit peu globales, ou en tout cas même légères, mais sur à peu près tout. C'est ça le but. On est rentré dans la profondeur de rien. Et donc j'avais vraiment besoin de cette validation. Et pour vous donner un exemple très simple, le premier module, c'était sur les statistiques
mathématiques et probabilités. J'ai fait un bac S, j'ai un doc d'éco-gestion, je n'ai absolument pas fait maths sup, maths spé, mais j'ai découvert qu'il y avait des fonctions associées au tableau Excel en débarquant à Oxford. Donc la chute a été du 14e étage pour moi. À côté, je sais pas si vous avez vu des gens qui se baladent bien sur Excel, c'est impressionnant. Ça va être ils arrivent à créer des trucs. Je sais, Thomas se moque de moi là-dessus à chaque fois. Donc j'étais très loin de leur niveau de hard skills, mais comme par hasard, tout le monde voulait faire partie de mon équipe, tout le monde voulait collaborer avec moi. J'ai entendu dans une autre émission Souleymane Sissoko dire que les athlètes développent un radar humain particulièrement sharp, et c'est très vrai. Oui, bien sûr. Et donc dans cette idée-là, j'ai à la fois eu un syndrome de l'imposteur multiplié par 1000, parce que je me suis dit waouh, je suis vraiment à des années-lumière du niveau, mais à la fois ça me l'a brisé parce que je me dis dans mon track, dans mon autoroute, il y a vraiment quelque chose à faire, notamment dans cette technique pour construire des équipes qui performent. Passionnant cette histoire humaine. Allez, l'heure du coach. Bon, Thomas Binet, alors scrutons pour cette émission au format un peu spécial. Vous voulez revenir sur la question de la reconversion professionnelle avec Benjamin? Oui, parce que quand vous êtes parti dans ce domaine-là, vous aviez probablement plusieurs choix. Pas forcément de créer un fonds d'investissement. Par rapport à quel type de sélection d'idées que vous êtes parti là-dessus? Est-ce que vous aviez envie de faire tout à fait autre chose et puis à un moment donné vous êtes parti là-dessus? Comment ça s'est passé? C'est une bonne question. Je considère pas que la reconversion, personne ne sait exactement ce qu'il va le faire. C'est impossible. Par contre, j'ai commencé vite à itérer en disant je savais ce que je ne voulais pas faire. Et donc j'ai commencé à dégrossir. Il y a des choses que j'aime faire. Par contre, c'est la transmission du savoir, c'est la performance collective et individuelle. J'aime le conseil en règle générale. Mon père a fait une grande carrière en stratégie chez McKinsey. Mais pourtant, ça me suffisait pas parce que finalement, je voulais que cette boîte devienne la mienne. Je voulais pas simplement être un prestataire de service. Donc j'avais cette idée d'apporter de la valeur, mais faire partie un peu de l'aventure, mais pas être mono-aventure. Et en fait, ça m'a un peu... c'est ça le capital risque et le métier de l'investisseur. C'est finalement d'aider tout son portefeuille au maximum par des capitaux, des sous, mais aussi des connexions, et moi sur la performance individuelle et collective. Et de rester un peu quand même dans le rugby, parce que l'histoire de la petite mort, là, vous l'avez pris de plein fouet quand même. 100%. Et donc moi j'ai arrêté, j'ai voulu arracher un peu le pansement tout d'un coup, et je pensais vouloir vraiment partir très loin du rugby. 3 semaines après, j'accepte de commenter la Coupe du Monde avec mon ami François Trier au Japon. Excellent, donc, François. Je suis pas parti quand même très loin parce que évidemment j'adore ce sport, j'adore le sport en règle générale, et ça me permet d'être payé pour finalement aller parler au rugby, donc c'est quand même exceptionnel. Mais pareil, j'ai eu des offres pour devenir entraîneur, mais finalement je pense que j'aurais été très vite lassé. Ce que j'aime dans le rugby, c'est le développement des êtres humains, c'est la performance collective, c'est pas forcément la technique du rugby qui m'inspire beaucoup, et pour rentrer dans ces voies-là, finalement ça devient très technique au début. Et donc j'ai cette bonne équilibre entre l'exposition médiatique qui m'aide, parce que on va parler peut-être un des trucs les plus durs dans ce que je fais, c'est la levée de fonds, et ce que font les entrepreneurs aussi, et ça devrait être une discipline olympique franchement, parce que on pense que les entrepreneurs prennent 1000 non pour un oui, mais les fondateurs comme moi et ceux qui lèvent des fonds d'investissement, c'est exactement la même chose, mais un étage au-dessus. Et donc faut franchement pas prendre les choses personnellement, mais comme un coach qui demain ne me sélectionne pas, est-ce que c'est un con? Non, il y a des têtes qu'il aime pas, et après il fait ses choix. Il fait ses choix, exactement. Et son projet. Et c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas bien montré toutes les qualités que j'avais. Peut-être que je me suis pas adapté à son projet de jeu. Et puis peut-être que je suis pas là justement pour en fit avec ce que lui il a envie de faire. Et donc il y a toujours à prendre dans du feedback. Et quand on laisse son ego prendre trop de place, et bien finalement on n'apprend pas ce qu'il y a de plus valable. Et dans la levée de fonds, c'est précisément pareil. Alors j'ai regardé un certain nombre de vidéos de vous. Vous intervenez pour expliquer justement ce que c'est votre structure, comment vous la développez, etc. Il y a quand même un point je trouve qui ressort beaucoup dans ce que vous dites, c'est que vous indiquez bien que vous ne faites pas que de l'investissement financier dans les différentes structures, mais que vous accompagnez les dirigeants. Et d'ailleurs, ça donne un corollaire au propos que vous teniez tout à l'heure sur les 60% d'échecs sur des problèmes humains. Et ça, c'est très marqué dans votre dispositif. C'est assez rare, pardon, parce que je connais un peu les problèmes d'investissement, c'est assez rare dans les fonds de mettre ça en avant. On parle plutôt de la qualité des dossiers, de leur côté bankable, rentabilité, bas de bilan, enfin tous les trucs qu'on connaît tous dans ce domaine-là. Mais l'humain, c'est pas ce qu'on met en avant. Vous le mettez en avant. Absolument. Alors, on considère pas non plus que ce fameux taux d'échec de 60 ou 70% des boîtes qui ont été financées, est-ce qu'elles vont finalement être des succès économiques? On considère pas qu'on va le réduire à 10% par cet accompagnement de la performance humaine. On n'est pas en train de dire qu'on est des magiciens avec une boule de cristal. Par contre, ceux qui vraiment sont en train de construire une innovation positive pour nous, on veut les turbocharger avec le meilleur du sport. Mais pardon, je vous interromps, mais ça veut dire aussi que vous savez remettre du coup, grâce à ça, l'homme au centre de la problématique financière. Ce qui est souvent
souvent été, ce qui a souvent C'était été son idée oublié. de base, hein, c'est ce Oui, qu'il non, nous mais a c'est dit. ça. Ouais. C'est exactement ça. Et le vrai, on a 2 époques dans Team Pack. D'abord, il y a un fonds, mais avant, on a fait des SPV. Et pourquoi on a fait des SPV qui sont C'est quoi des SPV? Des Special Purpose Vehicles, c'est un véhicule qui investit dans une cible. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on voulait montrer aussi que les fondateurs, parce que c'est eux au final les destinataires finaux de notre accompagnement, qu'ils y voyaient une valeur. Et moi j'avais un vrai doute au début parce que j'en connaissais très peu, donc j'avais peu pu tester mon discours pour savoir si vraiment les meilleurs fondateurs allaient voir de la valeur dans cet accompagnement. Parce que c'est bien d'arriver avec mon menu, mais si eux ça leur passe au-dessus de la tête, comme on peut potentiellement en douter, ça m'aurait j'aurais eu une incapacité à rentrer dans les meilleurs deals, parce que c'est ça vraiment mon métier. Mon métier, c'est pas de rester dans le ventre mou du championnat. Mon métier, c'est d'essayer d'avoir des accès dans des deals qui sont ultra compétitifs, dans lesquels tout le monde veut rentrer, et je serai choisi pas par la taille de mon fonds parce qu'on est petit, pas par ma réputation d'investisseur parce qu'on est tout jeune, mais vraiment par cette valeur ajoutée différente. Et si on arrive à craquer ça, là pour le coup, ça devient particulièrement intéressant. On est un vendeur de vin qui a des allocations Pétrus, quoi. C'est vraiment ça. Et avec Clermont, vous étiez très souvent tout là-haut du top 14. Vous avez l'habitude du haut de tableau, Thomas Binet. Ce qui veut dire que les compétences douces, les fameux soft skills dont vous parliez tout à l'heure, vous les mettez plus en avant que même le contenu même du dossier au démarrage? Alors non, mais d'abord on fait une due diligence comme tout le monde. D'accord. Et en 2023, je crois qu'on avait fait les statistiques, on a vu à peu près 2000 dossiers pour en analyser profondément 400, pour en investir dans 16. Donc c'est vraiment c'est un process, on écrème énormément. On ne fait pas l'analyse de l'audit people sur 2000 dossiers, ni sur 400, on l'a fait sur à peu près 35. Donc c'est vraiment en bout de chaîne de due diligence, mais avant de passer en comité d'investissement, on va ouvrir le capot pour voir l'état du moteur. Et c'est là où on lance finalement cette analyse, pour 2 raisons. D'une, parce que nous on peut pas tout faire, mais aussi ça demande un peu de temps aux fondateurs, et donc on veut uniquement aller faire cette analyse people sur les boîtes dans lesquelles on a déjà des convictions économiques profondes, et soit ça va juste les valider, soit ça va invalider ou finalement faire ressortir des doutes qui engendront des positions négatives de notre part. Je fais une petite parenthèse un peu plus ce sport, parce que Thomas il est heureux là, c'est business. Oui, business. Moi, ça va bien, oui, je sais bien, mais quand même, Benjamin Kayser, il y a une facilité pour tous les gens du rugby à avoir ce sens du business. C'est dû à quoi? Moi, je viens du handball, par exemple. C'est tout notre problème. Vous parliez de Narcisse tout à l'heure. On a le meilleur Narcisse en joueur. C'est quoi la force du rugby? C'est de savoir intégrer cette question du business naturellement? Dans la nature, dans la définition et dans les règles du jeu du rugby, on est obligé d'avoir des déménageurs de piano et des joueurs de piano. Et donc, dans cette valorisation du travail de l'ombre et dans cette obligation d'avoir des différences physiologiques, psychologiques, voire de culture, maintenant avec en top 14, je dois avoir à peu près 12 nationalités différentes par club, on est devenu un peu les champions de cette différence et de cette alchimie d'équipe qui est absolument essentielle. Là où j'ai envie de te contredire, c'est le handball. Nous, on a la chance d'être associé avec Nicolas Karabatic dans Team Pack depuis le début. Je fais le clin d'œil. Et c'est un bijou, ce mec. Et j'arrive à comprendre maintenant. Mais Nicolas a apporté quelque chose de nouveau dans le C'est hand, vrai, c'est vrai, mais c'est vraiment des Nicolas et des Souleymane et des Raphaël Varane et des Antoine Dupont, et c'est ce genre de Gaëtan Tinet, Wendy Renard, c'est ce genre de tous nos prochains invités, on est d'accord. Absolument, qu'on a envie d'aller chercher, parce que le sport est pas parfait, parce que les athlètes ne sont pas parfaits, mais je pense que dans le rugby, de par la nature de ce sport, l'extrême adversité et le besoin de l'autre, on a développé des soft skills et un radar humain, comme disait Souleymane, particulièrement efficace et sharp. Thomas, la dernière question. La dernière question, c'est si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je referais les mêmes erreurs, mais j'essaierais d'apprendre encore plus vite. Et toujours dans le même domaine? Sans aucune hésitation. Ouais, sans aucune hésitation. Je me lève avec la banane le matin. C'est hyper dur ce que je fais, ce que l'on fait avec Team Pack, mais la route est encore exceptionnelle, et franchement chaque seconde est un plaisir absolu. Donc tant que j'y prends du plaisir, tant que j'ai envie de me lever tôt, tant que je suis fier de ce que je fais, tant que j'ai l'impression de montrer un bon exemple pour mes filles, à la limite ça me va bien. Génial. Et la photo finish. Thomas Binet, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle année de champion du sport au business. Merci beaucoup Benjamin Kayser. Vous étiez le premier invité de l'année dans Champion du sport au business sur Sud Radio, une maison que vous connaissez parfaitement. Vous nous accompagnerez, je l'espère, je le rappelle, en nous envoyant les prochains sportifs entrepreneurs invités de l'émission, on est d'accord? Avec joie. Très bien. Remerciements et encouragement à toute l'équipe qui travaille sur Champion du sport au business. Anthony Urvois, Elvin de Fazio, Quentin Cabanis, voilà. On reprend nos bonnes habitudes. C'est parti, Anthony Martin-Smith maintenant. Faut que ça change.